Ce fragment d'un Minnesänger était interprété par Henri Agnel au luth et Julien Scovron à la vielle. Julien Scovron, je vous ai demandé de venir car aujourd'hui nous voudrions réapprofondir ce sujet des instruments médiévaux à cordes frottées. Vous êtes un spécialiste de ces instruments, vous en jouez dans plusieurs ensembles, l'ensemble Guillaume de Machaut ou les ménétriers. Peut-on situer une chronologie des instruments à cordes frottées au Moyen-Âge ? Oh, bien entendu, il y a toute une évolution justement qui aboutit à la vielle, qui était l'instrument à cordes frottées artistique par excellence, joué par les trouvères, les Minnesänger en Allemagne, les ménestrels en France. Vers quelle époque alors ? Oh, jusqu'au XVe siècle à peu près. Et à partir de la fin du XVe siècle, la vielle s'est transformée en viole de bras ou différents types d'instruments qui vont aboutir vers 1550 en Italie, au violon justement. Alors pour vous, la vielle est déjà une étape, un aboutissement ? Oui, très certainement. C'est même, à mon avis, l'étape la plus intéressante de tous ces instruments, parce qu'on peut tirer des vielles beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas tirer des instruments antérieurs, comme le croûte ou comme les rebecks, par exemple. Alors justement, peut-on dire que ces croûtes, ces rebecks sont les ancêtres de la vielle, à votre avis ? Le croûte, en tout cas, oui, certainement. Les rebecks, c'est un petit peu plus difficile parce que la position, le style de jeu sur le rebec vient probablement d'Afrique du Nord, a persisté d'ailleurs jusqu'à nos jours. On connaît le rebec sous le nom de rebab encore aujourd'hui au Maroc ou en Tunisie, par exemple. Il est toujours joué d'ailleurs. Il sert à accompagner les chanteurs la plupart du temps. Et il a été abandonné complètement. Est-ce que vous pourriez nous décrire d'abord le croûte et peut-être nous le faire entendre, et ensuite le rebec ? Oui, je pense qu'on va commencer par le croûte parce que c'est l'instrument le plus ancien que j'ai ici. Tout d'abord, à propos des instruments à cordes frottées par un archet, il y a peut-être une chose qu'on peut dire, c'est que curieusement, ces instruments sont apparus en Europe très tardivement, à peu près un millénaire après tous les instruments du type cordes pincées, comme la harpe ou comme les instruments du type luth, par exemple. Et c'est à partir du VIe siècle seulement qu'on commence à parler d'un instrument qui s'appellera l'archet, donc qui est un petit arc, qui frotte sur une corde pour en obtenir un son. Et c'est dans un texte de Venantius Fortunatus, évêque de Poitiers, à la fin du VIe siècle, qu'on cite pour la première fois cet instrument qui s'appelle le croûte. Je vous donne la traduction de ce texte. « Et que le romain t'applaudisse sur la lyre, le barbare sur la harpe, le grec sur l'achillienne, que le croûte breton chante. » Je ne sais pas trop à qui s'adresse d'ailleurs ce texte, mais c'est pour la première fois qu'on le voit mentionner, le croûte, le mot lui-même, c'est la première fois qu'il se trouve mentionné. Et déjà avec son origine alors ? Déjà avec son origine. C'est un instrument celte. C'est un instrument celte, oui. Alors du point de vue étymologie, on le fait remonter d'une façon très lointaine à des mots d'origine celtique, croûte, qui viendrait lui-même d'un mot plus ancien, krinsig, je crois, qui veut dire jouer fort ou s'exprimer avec voix puissante. Ça, il y a d'ailleurs la même racine que crowd, la foule en anglais, qui est justement ce qui s'exprime très fortement. Et on disait que le croûte à l'époque était un instrument puissant. Si les joueurs de croûte venaient aujourd'hui,
il serait surpris parce que c'est un instrument finalement assez faible. Alors comment se présente-t-il? Il est très proche du point de vue forme de la lyre antique. Je pense que c'est justement le chaînon intermédiaire entre les instruments à cordes frottées plus tardifs et la lyre antique. C'est une lyre à archet en quelque sorte. Alors plutôt que d'en faire une description personnelle, je vais vous lire un petit texte qui à l'origine est en vers celtiques justement et qui sont dus à Gruffydd David ab Howell, qui est un barde gallois du XVe siècle et qui le décrit d'une façon assez poétique. Un joli coffre sonore avec un archet, un lien, c'est-à-dire une courroie probablement qui servait à le soutenir quand on avançait, quand on le jouait en procession, une touche, un chevalet, sa valeur est d'1 livre, c'est son prix. Il a la tête arrondie comme la courbe d'une roue, et perpendiculaire à l'archet au petit crochet. Il n'y avait pas de hausse à l'archet, et c'était une espèce de crochet pour tendre les crins de l'archet à cette époque-là. Et de son centre sortent les accents plaintifs du son, et le renflement de son dos est semblable à celui d'un vieillard. Et sur sa poitrine règne l'harmonie. Dans le sycomore, nous trouvons la musique. 6 chevilles, lorsque nous les vissons, tendent les cordes, et ces 6 cordes sont ingénieusement imaginées pour produire 100 sons sous l'action de la main. Une corde pour chaque doigt est vue distinctement, et les 2 autres sont pour le pouce. Les 2 cordes pour le pouce dont on vient de parler dans ce texte ne sont pas jouées uniquement par le pouce. Elles peuvent être aussi jouées avec l'archet et servir de bourdon. Le mot bourdon, c'est un mot qui reviendra souvent à propos de tous ces instruments. Ce sont des notes tenues, tout simplement, qui sont prises sur les cordes qui ne servent pas à jouer la mélodie, ce qu'on appellerait aujourd'hui des chanterelles, si vous voulez, et qui tiennent pendant toute la durée du morceau. Ça sert d'accompagnement un peu simple, un peu rudimentaire. Et le mot bourdon ne vient pas du tout de la similitude avec la grosse mouche du même nom. Ça vient du mot anglais virdon, V-Y-R-D-O-N, qui a donné en langue romane française bourdon, qui est justement l'appellation de ces notes tenues pendant un certain temps, qui servent d'accompagnement simple. Alors, je vais vous faire entendre quelques notes de croûte. Tout d'abord, son accord. Il y a plusieurs types d'accords qu'on retrouvera jusqu'au XVIIIe siècle. Et le principe, c'est celui d'accorder des cordes à l'octave avec des bourdons. C'est-à-dire, je prends par exemple les cordes de la droite vers la gauche. Ici, j'ai... C'est-à-dire, la corde la plus grave se trouve à gauche. Ensuite, j'ai la quinte. Voilà les 4 cordes. Et les 2 bourdons vont répéter les cordes du centre. Autrement dit, sur les 6 cordes, voilà ce que ça donne exactement, les 2 bourdons et les 4 cordes mélodiques. Ce qui permet de se servir des bourdons soit avec le pouce en dessous, soit avec l'archet, et de les avoir dans le bon ordre, c'est-à-dire la fondamentale et la quinte. Et ensuite, on joue avec les autres cordes en magadisant, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en jouant sur 2 cordes à la fois, à l'octave ou à l'unisson, ce qui permet d'amplifier, de renforcer considérablement la sonorité. Voilà par exemple quelques notes sur une corde simple. Voici la même mélodie sur 2 cordes à l'octave, en magadisant donc. Voici la même chose avec les bourdons. Et on peut continuer en montant sur les cordes supérieures pour jouer des mélodies qui sont d'une étendue plus grande. On peut aussi les attaquer avec le pouce, par en dessous, exactement comme dans un instrument très curieux qui réapparaîtra au XVIIIe siècle, c'est le fameux baryton de Joseph Haydn, où les cordes sont accordées diatoniquement en dessous, et on peut jouer les cordes avec le pouce pour s'en servir d'accompagnement, cette fois qui sera de caractère harmonique, on fera les fondamentales des accords, et Haydn a écrit pas mal de pièces pour cet instrument bizarre qui s'appelait le baryton à cette époque.
Voilà ce que ça donne. Donc pour vous, Julien Scovron, cela prouve que le croûte n'était pas seulement un instrument d'accompagnement. Il pouvait aussi exprimer, indiquer un chant avant que le soliste, le chanteur, prenne la parole, si j'ose dire. Bien entendu, et je pense que le croûte est un instrument assez intéressant pour que on se penche à nouveau sur son problème, si l'on peut dire, parce que les possibilités justement de jeu en double corde, d'utilisation même jusqu'à la musique contemporaine, sont tout à fait intéressantes. D'ailleurs, il semble qu'il ait une durée d'existence très longue. Oui, il a existé jusqu'au XVIIIe siècle. J'ai même le nom du dernier barde connu ayant joué du croûte. D'ailleurs, on disait, en 1725 très exactement, l'instrument est destiné à mourir avec lui d'ici peu d'années. Il s'appelait John Morgan. Il a vécu de 1711 à 1775 approximativement à Newburgh, dans l'île d'Anglesey. Et c'est un musicologue anglais, Daines Barrington, qui vivait à cette époque-là, qui a découvert le dernier joueur de croûte. Depuis, on n'a pratiquement plus jamais joué de croûte. Mais il en existe différents exemplaires qui ont été des reconstitutions au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle et qui sont d'une forme un petit peu différente de celui que j'ai ici, qui sont en forme rectangulaire. On peut d'ailleurs décrire quand même d'une façon très claire l'instrument. Celui que j'ai a été refait d'après un modèle qui se trouve au musée de Bruxelles. Mais on a cherché, avec le luthier qui l'a fait, à lui donner une forme romane, c'est-à-dire une forme plus arrondie, qu'on a trouvée dans différentes gravures, en particulier David jouant du croûte, qui sont des gravures du 6e ou 7e siècle à peu près, très anciennes donc. Et celui-ci se présente donc comme une lyre antique, avec des montants de chaque côté et un manche au milieu. Et ce qui est important à dire à propos de la facture du croûte, c'est que le manche est complètement lisse, c'est-à-dire sans touche, sans fret. Et c'est pourquoi on fait remonter les ancêtres du violon au croûte, parce qu'il possède justement la touche lisse, sans fret, comme le violon plus tard, et aussi une pièce très importante qui est l'âme. En effet, le chevalet est assez curieusement disposé avec un pied qui repose sur la table d'harmonie, c'est-à-dire le dessus de la caisse, et l'autre pied qui entre par une des ouïes et qui repose sur le fond, donc qui servira plus tard d'âme quand elle sera détachée de ce chevalet. Est-ce que le rebec, dont nous allons parler maintenant, a subi une évolution aussi longue que le croûte ? Oui, dans un sens, parce que le rebec a été joué jusqu'au XVIIe siècle à peu près, à l'époque d'Henri VIII. Et on parle de rebec et de rebap. Ce sont deux instruments très différents ou bien l'origine est la même ? Enfin, les origines du rebec européen sont assez controversées, à vrai dire. Certains le font remonter à aussi une origine celtique et d'autres le font remonter à une origine purement arabe. Personnellement, moi, je pencherais plutôt pour la solution arabe, c'est-à-dire l'origine dans la musique d'Afrique du Nord, musique orientale, et qui aura abouti au rebec européen. À la suite des croisades. À la suite des croisades, c'est ça, oui. Et alors l'instrument se présente comment sur sa forme extérieure ? Est-ce qu'il y a beaucoup de variétés de rebec ? Oh oui, il y a beaucoup de variétés de rebec. À cette époque-là, et ça sera valable d'ailleurs jusqu'à l'époque où apparaîtra le violon, il n'y a pas, à vrai dire, de normalisation de la forme des instruments. La taille, l'accord dépend de chaque fabricant, de chaque luthier, et aussi de chaque joueur d'instrument. D'ailleurs, les deux se confondaient parfois, c'est-à-dire que le joueur d'instrument fabriquait lui-même son propre instrument. C'est une tendance qu'on retrouve actuellement d'ailleurs chez certains jeunes qui veulent refabriquer des rebecs ou des instruments de ce type-là. Et donc, la fabrication de l'instrument dépendait un petit peu du bon vouloir, de l'imagination et de la dextérité du fabricant. Si bien que rien n'était fixe dans les normes d'un instrument comme le rebec. Il y avait pas grand-chose de fixe, sinon que le manche est très court, qu'il se présente en général comme une sorte de demi-poire, et que c'est un instrument, bien entendu, à cordes frottées. Sa tenue elle-même n'est pas très fixée, c'est-à-dire il peut se jouer indifféremment entre les jambes, contre la poitrine, à mi-hauteur, ou même contre le menton. On a vu des joueurs de rebec déjà jouant du rebec d'une façon très proche de celle du violon. Par exemple, au XVe siècle,
Sur une toile de Fra Angelico, on voit un ange musicien jouant du rebec avec la main placée exactement comme celle d'un violoniste, c'est-à-dire le pouce en dessous du manche, la tenue de la main droite avec l'index sur la baguette. C'est pratiquement la tenue du violon, donc on ne peut pas critiquer actuellement ceux qui jouent du rebec un petit peu à la manière du violon, parce qu'on trouve cette position-là à partir du XVe siècle. Et là aussi, c'est un instrument dont le manche est lisse et qui ne comporte pas de frettes. Il peut comporter des frettes. J'ai un rebec ténor qui, lui, a des frettes, et un rebec soprano qui, lui, n'a pas de frettes, parce que je le joue un petit peu justement à la manière du violon, quoique en le tenant plutôt contre la poitrine, parce que je trouve que la position est plus originale et plus intéressante. Et le nombre de cordes est variable. Ça peut varier de 2 à 4 en général. Et c'est un instrument à chevalet plat ou déjà courbe? Pas très courbe. Et il y a des rebabs arabes qui, eux, ont le chevalet absolument plat, c'est-à-dire qu'on est obligé de frotter sur les 2 cordes à la fois. Et on peut parler d'une famille d'instruments comme plus tard pour les vielles ou les viols. Absolument. Même la famille sera décrite et on a même l'accord des rebecs. On a dans Praetorius, qui a écrit beaucoup de choses sur les instruments, l'accord des 4 parties de rebec. Il y avait un quatuor complet de rebec avec le dessus qui était accordé Ré, Sol, Do en clé de Sol, l'alto de rebec qui était accordé Sol, Do, Fa, le Do central correspondant au Do en clé d'ut 3e ligne, le ténor qui était accordé Do, Sol, Ré, le Do se situant dans le 2e interligne en clé de Fa, et la basse de rebec qui était accordée Sol, Ré, La, le Sol se situant sur la 1re ligne en clé de Fa. Donc on a la famille de rebec entière. Et est-ce que vous pourriez nous faire écouter certains éléments de cette famille de rebec? Mais je vais vous faire entendre tout d'abord un rebec qui est un petit peu le mi-chemin entre le rebab et le rebec européen. C'est-à-dire c'est un rebec turc. Je ne connais pas vraiment son nom. Il doit avoir un nom local. C'est un instrument très allongé et qui possède 3 cordes. Et ces 3 cordes, originellement, sont accordées 2 à l'unisson et 1 à la quinte inférieure. Voilà les 3 cordes de ce rebec. Et on peut jouer sur les 2 cordes qui sont accordées à l'unisson en appuyant avec les doigts de la main gauche sur les 2 cordes à la fois. Ça s'appelle, comme je disais tout à l'heure à propos du croûte, magadiser. C'était une technique qui était très fréquente. On disait du rebec qu'il était très sec ou qu'il imitait les voix de femmes aiguës. Et vous pourriez nous comparer immédiatement avec d'autres éléments de la famille des Oui, rebecs? alors le rebec européen, le rebec soprano d'Europe, qui se tient en principe contre la poitrine, comme ceci, qui est aussi assez aigu et un petit peu criard, avec une justesse parfois un peu approximative aussi. Voilà le rebec soprano, et maintenant le rebec ténor, qui lui se tient entre les jambes parce que sa taille est un petit peu grande pour être tenue d'une façon plus élevée. Voici la gamme du rebec ténor. Voilà pour la famille des rebecs. Je n'ai que ces 2 représentants ici. Et peut-on dire alors que croûte et rebec sont vraiment les origines de la vielle? Est-ce qu'il y a d'autres instruments que vous pourriez connaître? Oui, effectivement, il y a d'autres instruments qui peuvent être aussi considérés un petit peu comme les ancêtres du violon, en particulier la gigue
la gigue, qui se présente un petit peu comme un gigot, c'est-à-dire une espèce de jambon pour la forme, et c'est de là probablement que vient l'origine du mot. Mais quelles sont les bases de connaissance de tous ces instruments? Ah, ça c'est un problème difficile. Il y a des traités d'organologie, il y en a pas mal, qu'on peut consulter à la Bibliothèque nationale, et qui donnent tous ces éléments. Et il y a quelques exemplaires qui ont été conservés plus ou moins, par exemple les croûtes. Il y a 2 exemplaires en Angleterre et un à Bruxelles, qui sont un peu tardifs, mais qui sont quand même assez proches. Pour le rebec, il y a premièrement les rebabs d'Afrique du Nord, deuxièmement certains rebecs qui sont encore existants aujourd'hui en Europe centrale, en Pologne et en Turquie. Pour les vielles, il y a le fameux fiddle en anglais, qui fiddle, vielle, c'est la même racine, et qui est utilisé encore aujourd'hui. Par exemple, le fiddling, le style de violon écossais, vient probablement des vielles. Mais est-ce qu'il y a de nombreux textes qui parlent, qui citent ces instruments et qui parfois les décrivent? Oh, énormément, énormément. Des textes qui citent ces instruments et qui citent les concerts. Je prends le mot concert dans le sens les dialogues d'instrumentistes, pas le concert tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire des instrumentistes sur une scène et un auditoire qui vient pour les écouter. La formule n'existait pas, on ne faisait pas des concerts, on n'allait pas aux concerts à l'époque. Mais les concerts d'instruments, c'est-à-dire les groupes d'instruments qui jouaient ensemble, bien entendu, il y a beaucoup de textes qui nous donnent à peu près tous les instruments qu'on avait à cette époque-là. Par exemple, on peut citer Guillaume de Machaut en particulier, qui dans 2 textes, l'un dans le Remède de fortune, Litan Pastour, et l'autre dans la prise d'Alexandrie, donne à peu près le répertoire complet des instruments utilisés au XIVe siècle. On peut en faire une petite citation. Par exemple, dans la prise d'Alexandrie sont cités orgue, vielle, mi-canon. Mi-canon, c'était probablement la moitié d'un canoun. Canoun qui est une espèce de psalterion utilisé encore aujourd'hui en Afrique du Nord également. Rubeb, psalterion, luth moraches et guiternes, dont on joue par les tavernes, cymbales, citole, naquaire, et de flayos plus de 10 paires, c'est-à-dire de 20 manières, probablement des flûtes doubles qu'on jouait avec les 2 mains, tant de fortes comme de légères, corps sarrasinois et doucènes, tabour, flotte, traversaine, demi-doucène, c'est-à-dire doucène par moitié, et flotte, dont droit joue quand tu flottes, c'est-à-dire flûte à bec, en quelque sorte, trompe, buisine et trompette, gingue, gigue, rotte, harpe, chevrette, cornemuse et chalemelle, muse d'ossets riches et belles, frétio et monocorde, qui à tous instruments s'accordent, muse de blef qu'on prend en terre, trépied, l'échaqueille d'Angleterre, échiquier, chiffonie, flayos de sauce, flûte de saule, et toutes les cloches sonnaient, que si très grand noise, bruit, menait, que c'était un grand merveille, le roi de ce, moult se merveille, et diconque, mais en sa vie, ne vit si très grand mélodie. Voilà la citation de Machaut. Oui, c'est très joli. Mais alors, est-ce qu'il y a eu à l'époque des traités qui décrivaient les instruments cités par Machaut, au moins certains d'entre eux? Oui, il y a un traité très important, c'est celui de Jérôme de Moravie, qui donne effectivement l'accord des vielles, des rebecs et de pratiquement tous ces instruments-là à cette époque-là. Donc, vers le XIVe siècle. XIIIe siècle, très exactement, oui. Jérôme de Moravie, c'est un moine dominicain qui passe une grande partie de sa vie à Paris, au couvent de la rue Saint-Jacques. Il est né en Autriche dans le courant du XIIIe siècle et il nous est resté un manuscrit à la Bibliothèque nationale où l'on donne absolument toutes les manières d'accorder, surtout pour la vielle, c'est intéressant. Il y a 3 accords différents, pour le rebec également, pour le croûte, enfin pour la plupart de ces instruments-là. Je crois d'ailleurs que dans notre prochain entretien, nous parlerons essentiellement des vielles. Et pour terminer cette première rencontre, nous pourrions peut-être vous écouter jouer cette pièce, ce Minnesänger que nous écoutions au début, cette fois-ci intégralement. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de pièce il s'agit là? Il s'agit à l'origine d'une chanson de Minnesänger, exactement comme les chansons de Trouvert qui existaient en France un petit peu antérieurement et aussi à la même époque, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Ce Trouvert allemand, c'est-à-dire ce Minnesänger, s'appelle Neidhart von Reuenthal. Et c'est une chanson qui raconte la disparition de l'hiver à l'approche du printemps.
Et ici, je me suis un petit peu amusé à faire ce que faisaient la plupart des vielleux de l'époque, c'est-à-dire à trouver des formules d'accompagnement, à trouver des variations, à trouver une utilisation des bourdons un petit peu différente à chaque fois, à varier en quelque sorte, à orner exactement comme il le faisait à l'époque.